Lettre 102. Edmond à Pierrot. Le voilà tout à fait enthousiasmé de la ville de Paris, dont il décrit les amusements. Voilà comme les extrêmes se touchent, mon ami. Les déserts et les villes les plus peuplées se ressemblent en un point. Mais les dernières sont faites pour l'homme. Mon séjour ici m'en convainc, car je m'y trouve dans mon élément. Paris, c'est une idée qui m'est venue dès les premiers temps de mon séjour. Paris est, dans le moral, ce que sont nos montagnes dans le physique. On y respire plus librement. L'on s'y trouve dans un dégagement délicieux que je sens, mais que je ne saurais exprimer. Nicolas Edme, rétif de la Bretonne, le paysan perverti ou les dangers de la ville. Histoire récente, mise à jour d'après les véritables lettres des personnages. La Haye, Paris, Le Jet et Mérigot, jeune, 1776. Métropolitain. Nous recevrons aujourd'hui le philosophe Benoît Goetz à propos de ce qu'il appelle la maison des philosophes. Et puis nous reviendrons sur l'opération expérimentale de la rue Pierre-Rebière à Paris, vue cette fois de l'intérieur des logements, éclairement, terrasses et balcons, cuisine, espaces ouverts ou clos, halls, normes et liberté d'innovation pour les architectes. D'abord deux disparitions. L'arrière-petite-fille d'Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Geneviève Viollet-le-Duc, est morte à 102 ans le 9 décembre. Elle était née en mars 1909 et elle avait géré le considérable fonds de documents d'archives hérité de son aïeul, un des plus riches qui fut en main privée, en indivision d'ailleurs. Une partie de ce trésor est entrée dans la possession de l'État, d'abord par dation en paiement des droits de succession, c'était en 2004, et puis par achat d'un gros paquet d'argent, 1,6 million d'euros au titre du mécénat, grâce à FH en 2007. On attendait depuis quelques années que le reste fasse l'objet d'une donation, ce qui ne semble hélas pas avoir été fait. Ce fonds comporterait des aquarelles, des dessins et gravures préparatoires aux livres et dictionnaires du théoricien néogothique, des carnets de relevés et la comptabilité de l'agence de Viollet-le-Duc, qui est une chose très mystérieuse, parce que Viollet-le-Duc est un très gros architecte au plan de son bureau et de ce qu'il a construit. Et on sait assez peu ce qu'il a construit. Parfois, on est très surpris de voir sa signature, par exemple, sur un immeuble parisien. Geneviève, et la comptabilité, bien sûr, le dira. Geneviève Viollet-le-Duc avait contribué à plusieurs ouvrages consacrés à son ancêtre. Elle avait annoté les lettres qu'il avait adressées à sa famille lors de son célèbre voyage de 1836 et 1837 en Italie, un admirable voyage qui a fait l'objet de beaucoup d'aquarelles, beaucoup de travaux. Elle avait publié une histoire de la famille Viollet-le-Duc et établi la correspondance générale en 3 volumes du pamphlétaire Paul-Louis Courrier. On trouve sur ce site internet les références de 3 de ses ouvrages sur Viollet-le-Duc. L'architecte Yves Clerget, ancien élève de l'école spéciale, était incinéré vendredi au Père-Lachaise. Il était mort 2 jours après qu'il avait donné un pot à l'occasion de son départ du centre Pompidou. Médiateur culturel, responsable de la pédagogie de la ville et de l'architecture, il avait développé un genre d'activité qui a connu un grand succès, les promenades architecturales thématiques. Et il avait créé il y a 5 ans, en janvier 2007, l'association Les Promenades Urbaines, qui réunissait plusieurs institutions, le Centre Pompidou, la Cité de l'Architecture, le Pavillon de l'Arsenal et les 2 CAUE de l'Essonne et du Val-de-Marne. Il s'agissait en quelque sorte de capitaliser une expérience qu'il avait acquise à Pompidou depuis 20 ans. Il avait commencé en 1987 à l'occasion de l'exposition du centenaire de Le Corbusier et puis étendu en 1994 pour la mémorable et grande exposition sur la ville. Récemment, par exemple, un peu par coïncidence et concomitamment à la mort fin octobre d'architecte Dubuisson, ont eu lieu 5 promenades thématiques autour de son œuvre, dans la région parisienne, dans celle de Lyon. À l'occasion de la mort de Jean Yverret, une promenade à Ramatuelle. Dans la même période, une rencontre d'un tour Croulebarbe à Paris qui fêtait son 50e anniversaire. Quelques semaines plus tôt encore, une visite du grand ensemble de la Grande Borne, des Milaillots à Grigny, suivie le lendemain par une balade en Val-de-Bièvre sur les traces du photographe Doisneau. Donc vous voyez, les approches sont très diverses et ces promenades sont menées par des accompagnateurs de très grande compétences, docteurs, doctorants, historiens, archivistes, conservateurs, souvent liés à Docomomo, l'association de défense du patrimoine moderne. Yves Clerget y participait lui-même, dans un état physique, hélas, très émouvant et très éprouvant, puisqu'il était depuis quelques années atteint par une maladie neurologique dégénérative, une sorte de Parkinson, qu'il avait plus ou moins cloué dans son fauteuil et il avait rendu de plus en plus handicapé, notamment, y compris dans l'expression orale. 2 jours donc avant sa mort, l'invitation à la fête, ce qui est étrange, je parlais de fête de départ, annonçait qu'il allait connaître d'autres aventures, il n'en aura pas eu l'occasion.
L'invitation portait en une sorte d'exergue le célèbre, très beau et un peu énigmatique premier vers de l'enfer de Dante, Nel mezzo il cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la dirita via era smarrita. Au milieu du chemin de notre vie, je me suis retrouvé dans une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Né en 1951 à Cézanne, Yves Clerget avait 60 ans, militant trotskiste, militant au front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare. Il fut un des créateurs du restaurant librairie Les mots à la bouche. Et il avait commencé ce travail qu'on appelle maintenant médiation urbaine, d'abord à Reims, puis à Saintes, puis ensuite intégré la Cité des sciences de la Villette avant de rejoindre le Centre Pompidou, puis l'Institut français d'architecture, brièvement dans le cadre de la préparation du projet de Cité de l'architecture que pilotait alors Jean-Louis Cohen. Benoît Goetz, vous êtes messin, vous venez de Metz, après avoir longtemps vécu à Nancy, et vous souhaitiez qu'on vous passe du Hind interprété au piano, précisez-vous, par Jean et Flamme Bavouzet, qui est lui aussi messin. Messin, oui, oui. J'ai habité avec lui, enfin pas dans la même maison, mais nous nous sommes croisés dans certaines maisons. Cette musique me fait du bien, elle me donne envie de parler. C'est la sonate 48. Merci. Vous êtes donc philosophe, vous avez été l'auteur il y a 10 ans d'un ouvrage intitulé La dislocation, qui était né d'une thèse que vous aviez soutenue en 1996 sous la direction de Jean-Luc Nancy. Oui. C'était déjà une navigation savante et argumentée parmi les grands auteurs. C'est un peu votre spécialité de naviguer, d'errer parmi les pensées philosophiques. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, il y a 10 ans, je naviguais plutôt dans l'architecture en allant vers la philosophie. Là. J'ai fait un peu le chemin inverse, si vous voulez. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé à l'instant. C'est-à-dire que je me suis beaucoup occupé d'architecture parce que philosophe, on m'a invité dans les écoles d'architecture. Donc, j'ai essayé de voir quelle était la pensée des architectes, si vous voulez. J'ai essayé de m'instruire un peu en lisant les traités, si vous voulez. Et là, j'ai fait le contraire. Pardonnez-moi, j'ai fait le contraire. J'ai été voir chez les philosophes s'ils ne parlaient pas un peu d'architecture sans le savoir, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un truc sur la maison des philosophes. Ce qui est frappant, c'est que dans le premier ouvrage, il y a maintenant 10 ans, vous vous penchiez sur un couple de personnages tous les deux un peu monstrueux, tous les deux assez fascinants. On me l'a assez reproché. Des personnages à mauvaise réputation, Heidegger et Le Corbusier. Parce que parfois on tombe sur des gens qui aiment l'un ou l'autre, mais jamais l'un et l'autre. Donc... Et cette fois, vous citez, comme d'habitude, beaucoup de philosophes, mais vous citez aussi quelques architectes. Alors j'ai un peu compté. Oui. Par exemple, Tchoumi, vous le citez 7 fois. C'est le record. Oui. C'est pour ses relations avec la déconstruction de Derrida. Sans doute. Oui, bien sûr, dans le passage sur Derrida, bien évidemment. Le Corbusier le bat 9 fois. Oui. Et Henri Gaudin 6 fois. Henri Gaudin est mon préféré. C'est mon ami. Enfin, je veux dire, dans la vie, je l'aime beaucoup, mais c'est mon ami au sens de ce qu'il fait, de ce qu'il dit surtout, de ce qu'il écrit. Parce que, comme je ne suis pas vraiment architecte, je suis plutôt du côté de la philosophie, j'aime beaucoup les architectes qui écrivent et qui pensent. Vous savez que Le Corbusier avait sur son passeport écrivain. Il faut dire qu'il n'était pas diplômé. Homme de lettres, monsieur. Homme de lettres, ouais, c'est ça. Et je pense qu'Henri Gaudin est un très grand écrivain, qu'il sait parler architecture, si vous voulez. Et vous qui êtes philosophe de métier, si je puis dire, vous avez votre carte. Oui, ça c'est sûr. Pensez-vous que Le Corbusier et Gaudin soient des philosophes à leur façon? C'est très certainement. Alors, je serais prêt à le prouver. Ça m'intéresserait que vous le... Il faudrait que je fasse un troisième livre là-dessus. Sur Gaudin, par exemple. Prenons d'abord Le Corbusier. Le Corbusier dit « Exister, c'est occuper de l'espace ». C'est une thèse philosophique. Exister, c'est occuper de l'espace. C'est une thèse sur l'existence. Alors, Gaudin, lui, passe constamment sa vie à dire plutôt quelque chose comme exister, c'est respirer. Et que l'architecture est affaire de respiration et de vie et de dehors, et qu'on ne sait pas où commence et où finit ma maison. Et je pense que Henri Gaudin, je préfère l'appeler Henri d'ailleurs, a un geste d'hospitalité qui est dans son propre corps, dans son architecture et dans ses livres et dans ses dessins. Parce que Henri Gaudin est encore un architecte qui dessine, ce qui se fait rare. Votre nouvel ouvrage est intitulé Théorie des maisons. C'est un titre à prendre avec quelques précautions, en tout cas avec quelques nuances, parce qu'il ne s'agit pas tout à fait de maison au sens de la bâtisse. Oui, ou avec humour ou sourire, parce qu'il ne faut surtout pas le prendre de manière prétentieuse. C'est-à-dire que ce n'est pas une théorie scientifique. D'ailleurs, quand vous dites théorie, c'est aussi bien... Oui, j'indique quelque part que ça pourrait être simplement un défilé, comme les Grecs disaient, une sorte de fête, si vous voulez. Mais justement, il ne s'agit pas tellement de voir, comme le dit le mot théorie, c'est pour ça que c'est peut-être pas un bon titre, mais il s'agit plutôt d'habiter. Et donc d'aller habiter dans la philosophie un certain nombre de maisons qui nous sont offertes par les grandes pensées philosophiques depuis toujours, alors même que les philosophes ne parlent pas beaucoup de maisons ou d'habitation, mais depuis toujours, ils nous proposent de nous installer quelque part et de nous installer dans un monde. Donc je propose de faire une série d'incursions ou de visites. Mais qu'est-ce que l'habiter? C'est une notion qui a
qui fait florès depuis 20, 30, 40 ans. Les architectes emploient beaucoup habiter. Ben forcément, C'est une j'espère. notion récente quand même. L'habiter, l'habiter. Évidemment, l'infinitif, oui, dont on fait un substantif, un infinitif dont on fait un substantif, évidemment. Écoutez, que les architectes l'emploient, il me semble que c'est comme le minimum. C'est ce que peut-être parfois ils appellent l'usage aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que des formes susceptibles de nous plaire. Quand ils sont un peu sociologues, ils disent l'usage. Oui, mais je crois que dans la théorie architecturale, le mot usage, c'est un beau mot d'ailleurs. J'aime beaucoup ce mot d'usage qu'on trouve aussi dans la théorie marxiste. Et faire usage, c'est un très vieux mot. Et donc ce mot en philosophie, habiter, n'a surgi qu'assez récemment. En particulier dans la phénoménologie heideggerienne. Heideggerienne, oui. Donc, je pense traduction dans les années 60 en France. Donc, oui. Je pense que le grand mérite de Heidegger est d'avoir fait surgir cette notion, donc d'avoir éclairé quelque chose qui était là depuis toujours, si vous voulez. Est-ce qu'elle n'est pas parfois un peu intimidante? Est-ce qu'elle n'est pas parfois un peu sacralisante? Surtout, elle est pieuse, exactement. J'allais le dire, habiter, l'homme habite en poète. J'ai essayé de donner un sens précis, bien que multiple et pluriel, pluraliste, à cette notion qu'il ne faut pas prendre justement de manière brumeuse ou poétique. Lorsque l'homme habite en poète, c'est certainement pas en s'évanouissant. Pardon. Malgré tous ses mérites, disait Hölderlin. Oui, plein de mérites pourtant, oui. L'homme habite sur cette terre, oui. On commande jamais cette petite fin du poème. En tout cas, en poète, ça ne signifie pas en s'évanouissant, en s'extasiant, en perdant conscience. Je crois qu'au contraire, l'homme habite en poète parce qu'il est constamment en état de poésie dans ses gestes les plus simples, dans ses opérations. Donc, ce qui vous intéresse quand vous parlez de maisons des philosophes, c'est pas leur maison au sens de l'endroit où ils ont habité, c'est plutôt leur façon d'habiter l'espace. Oui, ou le parce monde. que effectivement, c'est parfois intéressant d'aller chercher là où un philosophe habitait, surtout quand c'est célèbre et que ça devient comme une image. Oui. Hein, la hutte de Heidegger, la cabane de Wittgenstein, et puis le cabanon de Le Corbusier. Bien sûr, évidemment. Alors justement, non, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que l'habiter est présent dans toute philosophie, alors même que ça n'apparaît pas de manière thématique, explicite, si vous voulez. Et bien sûr, on peut se dire, habiter, c'est une chose tout à fait banale, c'est quotidien, c'est un arrière-plan routinier, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Et vous dites, en citant Philippe Lacoue-Labarthe, vous dites, au contraire, il peut y avoir là beaucoup de splendeur et d'insolite. C'est juste quelque chose que j'ai trouvé dans ces 5 ou 6 lignes de Lacoue-Labarthe que je cite et qu'on ne trouve pas facilement. D'ailleurs, je suis content. Au moins, mon petit essai a ce mérite, c'est de republier ce fragment de Lacoue-Labarthe qui est extraordinaire dans la mesure où il montre que habiter est tout le contraire de ce qu'on croit. C'est qu'effectivement, bien entendu, habiter, c'est oublier qu'on habite et se livrer à nos tâches, à nos occupations, et à nos travaux. Mais que par moment, le fait d'être là, comme nous permet la situation de quiconque s'assoit chez lui ou même déambule dans une rue, parce que je pense qu'il ne faut pas opposer l'habitant dans sa maison à celui qui déambule dans la rue, puisque habiter, c'est aussi bien habiter dans la rue. C'est une chose qui est totalement insolite, totalement étrange. C'est-à-dire que c'est se tenir au dehors. C'est-à-dire qu'habiter n'est pas forcément être au dedans, comme on le croit trop facilement, mais qu'habiter est peut-être justement être au dehors. Et que ceux qui n'habitent pas, justement, sont privés de ce rapport au dehors, justement. Ce qui est assez curieux, c'est que parmi les 2 philosophes que vous citez, parmi les premiers, et de façon ample, il y a 2 philosophes juifs, Martin Buber, dans une conférence de 1938 à Jérusalem, et il y a Lévinas. C'est juste. Tous les 2 se posent la question de l'habiter en référence à l'histoire ancienne du peuple juif. Exactement. Oui. Donc à l'inhabité, au désert. Exactement. Alors, cette remarque, on me l'a faite, je ne me la suis pas faite tout seul. Vous avez cité 2 auteurs, mais il y en a d'autres. Bloch ou Martin Buber, Lévinas, et puis Benjamin surtout aussi, on peut le rajouter. Effectivement, je ne cite que les auteurs juifs. Il parle de l'Europe contemporaine, surtout dans les Benjamin, à mon avis, est un très grand penseur de l'habitation. Très, très grand penseur de l'habitation. Alors maintenant, cette question qu'on m'a posée tardivement après que le livre soit écrit et publié... Ah, vous n'avez pas perçu? Je ne saurais... Non, je vous avoue que c'était complètement innocent de ma part, si je puis dire. C'est une très mauvaise formule. Mais inconscient. C'était inconscient de ma part. Alors, maintenant que j'essaie d'y réfléchir depuis quelques semaines que ce livre est sorti, je me dis qu'effectivement, il n'est pas étonnant que ceux qui viennent du désert et qui vont peut-être y retourner ou qui ont un rapport au désert étrange et qui se posent la question du sol et qui ne sont pas là simplement chez eux comme nous le sommes plus ou moins tous, quoique nous sommes tous juifs de ce point de vue-là. Je crois que de ce point de vue de l'habitation ou de l'inhabitation, nous sommes tous des juifs, hein, comme dirait Lévinas. Si vous voulez dire des héritiers, des peuples errants oui, en un sens. C'est-à-dire que peut-être que la pensée juive, ces penseurs juifs ont été capables de penser une sorte d'inhabitation qui est le propre de toute l'humanité. Lévinas a pensé ça, le rapport entre une judaïté qui n'appartiendrait plus du tout seulement
au peuple juif, qui ne serait pas l'élection du peuple juif, mais qui nous appartiendrait à tous, Par y exemple, compris ceux qui ne sont pas monothéistes. De Lévinas, vous citez une formule qui est extraordinaire. Elle est de 56, dans un hommage à Maurice Blanchot, qui ensuite a été réédité 20 ans après, dans laquelle il dit une chose merveilleuse, mais que je vous laisserai commenter, parce qu'à vrai dire, elle nous laisse un peu bouche bée. Il faut rendre aux merveilles de notre architecture leur fonction de cabane dans le désert. C'est une phrase assez merveilleuse, effectivement. Oui. Effectivement. C'est-à-dire qu'il s'agit de... Bon, c'est une interprétation, un commentaire. Il s'agit de penser qu'effectivement, que toutes ces beautés de l'architecture, toutes ces façades ne sont rien s'ils ne comportent pas quelque chose comme de l'hospitalité. C'est-à-dire que Lévinas est un grand penseur de l'hospitalité. Derrida a dit que Totalité infinie, tout entier était un livre sur l'hospitalité. Et donc, c'est pourquoi Lévinas a été amené à penser ce qu'il appelle la demeure, et être un très grand phénoménologue de l'être chez soi, de l'intériorité comme condition même de la conscience et de l'émergence de la possibilité d'être un moi, un je. Et il a des phrases, il y en a une autre qui me frappe énormément, vous venez en citer une très très belle, une autre que je cite à peu près approximativement, qui est être seul, chez soi, athée, séparé et heureux, ce sont des synonymes. Oui. Alors, curieusement, Lévinas ne fait pas du tout la morale à ce sujet-là en disant mais c'est horrible, être seul chez soi, athée, séparé. Parce que Lévinas a aussi des phrases merveilleuses du genre que le Créateur était capable de mettre sur pied, debout, un être athée, c'est vraiment une merveille absolue. Donc, Lévinas dit que la demeure, l'être chez soi, donc la maison et l'habitation, sont la condition de l'hospitalité, c'est-à-dire de l'ouverture, de ce geste dont je parlais à propos d'Henri Gaudin. C'est-à-dire que la demeure est la condition d'un frayage vers la possibilité éventuellement d'ouvrir sa porte à quelque chose comme l'autre. Ce qu'il dit aussi, c'est quand il dit que les merveilles d'architecture, il faut s'en souvenir comme quelque chose comme des cabanes dans le désert, donc des lieux d'hospitalité, des lieux de protection. C'est aussi parce qu'il considère que notre vie sur le monde est une vie d'errance à certains égards angoissante aussi. Bien sûr. Je pense que tous ces penseurs phénoménologues, parce que Lévinas a lu Sein und Zeit, il a arrêté de lire Heidegger un peu plus tard, mais il a toujours admiré énormément Sein und Zeit, où une des phrases fondamentales est que d'abord nous ne sommes pas chez nous. Souvent on fait de Heidegger l'habitant, le souab dans sa terre. C'est pas du tout ça, c'est le contraire. Dans son analyse phénoménologique, il dit que d'abord il y a le Unzuhause, le fait de ne pas être chez soi. Et si vous lisez Alberti, vous qui connaissez sûrement mieux Alberti que moi, Alberti dit dans son traité les hommes ont d'abord erré à la recherche d'un abri sûr. C'est-à-dire que la condition de l'inhabitation, de l'inhabitabilité ou de l'errance, le fait de l'absence de maison est la condition première. Et on trouve ça aussi bien chez... Bon, Alberti, là, je fais un rapprochement un peu hasardeux, si vous voulez. Mais c'est un peu comme ça que je joue. Je prends des architectes et des philosophes et je les rapproche. L'idée que d'abord, on n'est pas chez soi, donc d'abord, il y a l'inhabitation. Et qu'ensuite, la question de l'habitation peut varier, justement, parce qu'il n'y a pas une condition première d'habitation authentique. Voilà. Ce qui est marrant, d'ailleurs, enfin, excusez-moi, un vocabulaire extrêmement grossier, ce qui est intéressant et frappant dans le texte de Emmanuel Lévinas sur les merveilles qui doivent se souvenir qu'elles ne sont que des cabanes dans le désert, c'est qu'en fait, il ne parle pas d'architecture, il parle du style littéraire et de l'œuvre littéraire de Blanchot. Donc c'est dans un commentaire d'œuvre littéraire. C'est possible, mais peut-être que ça doit lui venir aussi, que peut-être il met en rapport à la fois la question du style et la question de la façade, parce qu'on trouve dans Totalité infinie cette phrase curieuse selon laquelle l'architecture est le premier des arts, ce que beaucoup de gens répètent. Et Lévinas dit pourquoi? Parce que l'architecture donne aux choses comme une façade. Et donc là, il ne parle pas seulement d'architecture, mais ça veut dire que l'architecture est partout. Donc aussi bien dans un style littéraire, comme celui de Proust, qui s'intéressait beaucoup aux cathédrales et aux habits et aux revers des robes. Et donc il faudrait retrouver l'occurrence des citations, je vous avoue. Je sais, c'est dans ce travail sur Proust, qui s'appelle Maurice Blanchot, ou sur Blanchot, qui s'appelle Maurice Blanchot, ou Le regard du poète. Oui, ce grand livre sur Blanchot. Où vous étonneriez un architecte s'il avait la curiosité de vous lire, j'espère que beaucoup vont vous lire, ou vous en avez déjà lu depuis quelques jours. Amis architectes. C'est à la page 106 et dans celles qui suivent. Vous vous souvenez probablement pas ce qu'est page 106. Ce sont des pages dans lesquelles vous prétendez énumérer les traits qui composent ce que vous appelez le schème de la maison. Alors vous dites, la maison elle est un rythme, partir, revenir, elle est communauté, elle est solitude, elle est rapport, elle est mise en relation, elle est une structure de l'être. Là on est dans une définition de la maison qui est tout à fait inaccoutumée pour les gens qui s'intéressent bien sûr à l'architecture. Bien sûr, donc je parle d'une maison qui n'est pas la maison objet que peut-être dessinent ou conçoivent et éventuellement construisent les architectes. Je parle d'une maison qui est du côté justement de ce que j'appelle l'envers de l'architecture ou le double de l'architecture, c'est la maison habitée, qui fait vraiment de la maison une maison, parce que la maison coquille vide n'est rien.
Alors, dans ce que vous venez de citer, effectivement, on remarque que d'un point Que de la vue maison donc, soit fait- rythme, oui, entrée, sortie. phénoménologique, la Ouais. maison est davantage peut-être temporelle que spatiale. C'est-à-dire Mm. que ce qui fait la maison, c'est ce schéma du retour, de l'aller-retour. C'est cette réflexion quotidienne, comme dit un philosophe chilien qui s'appelle Umberto Giannini. Il y a maison dès lors que je reviens au même endroit, finalement, que j'accomplis cette boucle, si vous voulez. Alors, quand vous dites quelle est la structure de l'être, Oui. Ben, écoutez, je prends être au sens phénoménologique, c'est-à-dire que je ne parle pas de l'être au sens métaphysique, mais en un sens, ça se rejoint. Je ne parle que de l'être que je connais, c'est-à-dire en gros les êtres que nous sommes et qui passons notre vie effectivement à accomplir ces boucles, sauf parfois d'estinérance, comme dirait Derrida. il y a des citations très inattendues dans votre travail. Par exemple, il y a une citation que j'ai envoyée à un de mes amis qui est à la fois helléniste et qui est un marin. Quand Xénophon, dans son économie, expose à sa femme l'ordre qui règne sur les bateaux phéniciens. Ah Et comme oui, toute chose est à portée de la Passage main. magnifique. Oui. Je pense qu'effectivement, on oublie que les philosophes grecs. Ben, remarquez Lévinas, on pourrait rentrer comme cela. Lévinas dit que l'économie et l'ontologie se sont mises ensemble chez les Grecs. Et donc, les philosophes grecs écrivaient des économiques, des traités d'économie. Nous qui ne passons plus C'est l'administration strictement de la famille et de la maison. de Hein. la domus, oui, de C'est ça, hein. l'oikos. C'est pas Et l'économie au nous sens qui moderne. passons notre vie dans l'économie, c'est-à-dire que 2 heures par jour, nous ouvrons France Culture, la télévision, on ne parle plus que d'éco, oikos, c'est-à-dire économie et écologie. Hein, il n'y a plus que cela. Donc nous devrions peut-être relire ces très vieux traités. Et là, effectivement, Xénophon, dans ce très beau livre, a un passage sur ces galères qui sont extrêmement bien rangées. Et il dit que ça fait du bien, un espace où tout est extrêmement bien rangé. Moi qui souffre énormément du désordre, ce passage m'a beaucoup intéressé. Et vous en venez à cette notion qui hante beaucoup d'archives contemporains, notamment Henri Gaudin, dont vous parliez tout à l'heure, celle de la ville poreuse. Et du goût que nous avons de cette porosité, qui est souvent d'ailleurs une chose perdue dans la ville moderne. Oui, c'est vrai. Cette notion, je l'ai attrapée chez Benjamin lorsqu'il parle de la ville de Naples, qui est faite avec une roche poreuse, mais surtout, dit-il, où ses habitants ont un rapport entre le dehors et le dedans, le public et le privé, où il y a plein de passages, si vous voulez. Alors effectivement, la ville poreuse, c'est devenu quasiment un mot qui commence à circuler dans les écoles d'architecture. Et, mon ami Philippe Madec me disait un jour, il devait rénover un grand immeuble, une barre, une structure terrible. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je vais la rendre poreuse. Donc poreuse signifie le passage, l'issue, la respiration. Et ça, pour le coup, c'est une grande idée de Gaudin. Il faut que ça respire. Si vous voulez, alors que l'architecture moderne, en principe, est plutôt exclusive, vitrée, close, d'une géométrie relativement... de fait, on peut dire que le verre, qui a eu sûrement son intérêt au début du XXe siècle, nous a fait perdre beaucoup d'air. Et qu'en particulier dans les trains et dans les universités, il y a beaucoup d'endroits où on peut même plus ouvrir la fenêtre et que ça manque de porosité pour le coup, c'est-à-dire de respiration. Ce qui est très génial, cet écrit sur Naples que je ne connaissais pas, qui est à l'origine un article de journal, c'est des circonstances de son écriture qui sont romanesques. Magnifique. Vous les connaissez un peu? Oui, parce que d'ailleurs, je viens de voir l'exposition magnifique sur les manuscrits de Benjamin. Benjamin rencontre à Ibiza une femme qui vient de l'Union soviétique, qui est une femme de théâtre. Et avec elle, il se met... D'abord, il tombe amoureux. Il rencontre à Capri. À Capri, pardon. Pas Ibiza, oui. Capri. À Capri, c'est ça. Et femme de théâtre, et lui dit, vous ne marchez pas, vous volez, etc. Et très vite, ils se mettent d'accord pour faire ensemble des portraits de ville. C'est extraordinaire, ça. Des portraits de ville. Donc, il invente un peu cette idée qu'on trouve déjà chez Baudelaire, l'idée de faire des portraits de ville. Mais à deux, c'est assez joli, c'est assez rare. C'est très, très joli. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils ne font pas que, justement, des descriptions esthétiques sur les formes des villes, mais qu'ils s'intéressent à la manière dont la femme de théâtre est là, dont les gens jouent avec les structures bâties. Et la porosité est là, c'est comment on passe d'ici ou là. Et c'est vrai que Naples est une ville absolument merveilleuse de ce point de vue. C'est la seule ville d'Afrique où il n'y a pas de quartier européen, comme on dit. Si vous voulez bien, je citerai pour conclure, parce que cette 5 lignes de Walter Benjamin et la femme qui s'appelle Assia Lassis, qui sont vraiment très belles. Poreuse comme cette roche est l'architecture. Édifices et actions s'enchevêtrent dans des cours, des arcades, des escaliers. En tout, on préserve la marge qui permet à ceux-ci de devenir le théâtre de nouvelles constellations imprévues. On évite le définitif, la marque. Aucune situation n'apparaît telle qu'elle est, prévue pour durer toujours. Aucune figure n'affirme ainsi et pas autrement. Ainsi se réalise l'architecture, cette pièce la plus significative de la rythmique
d'une communauté. C'est magnifique. Je pense que c'est la plus belle définition de l'architecture. C'est absolument extraordinaire. C'est absolument extraordinaire, ouais. Ça se trouve pas. C'est dans les écrits soi. autobiographiques C'est ça, de donc. Benjamin. Non, Oui. je n'ai pas été chercher ça dans les manuscrits. Hein. Oui, Ça oui. se trouve dans une édition, je crois, chez Bourgois. Ça doit être traduit par Jean-François Poirier et Jean-Christophe Jouan-Lannes. Mais effectivement, dans les Mais enfin, portraits ça- de ville qu'on oui. trouve dans la vieille édition, on ne Oui. trouve pas les portraits de Naples. On trouve Moscou, on ne trouve pas ces portraits de C'est un Naples. texte absolument magnifique et qui devrait être promis à un très grand succès. Il faudrait dans le monde des l'imposer dans les architectes. écoles d'architecture. Eh bien, vous souhaitiez qu'on termine par Archichep. Oui, que j'ai souvent vu à Metz. Vous avez vu Archichep souvent Il venait souvent quand j'étais jeune à Metz. mais Oui. Avec c'est un trompettiste, hein. Non, c'est un saxophoniste. Saxophoniste. Il venait souvent il y a 30 ans dans les... Alors on termine avec Archichep Mamarose en souvenir de votre jeunesse messine. Merci. Votre livre, Benoît Goethe, s'appelle Théorie des maisons, l'habitation, la surprise. C'est chez Verdier. 224 pages, 13,20 €. Et puis on trouvera sur le site internet les références de 4 ou 5 ouvrages que vous avez pu éditer depuis la dislocation, votre thèse de 2001, mais aussi Indéfinition d'architecture avec Philippe Madec, dont vous parliez, et Chris Younes, L'architecture des milieux avec Chris Younes, et puis un petit travail sur Le Corbusier et l'esprit du temps, qui était paru en 2005. Calendrier, le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts a longtemps paru une perpétuation, donc un peu désuète nécessairement, de l'ancienne tradition du prix de Rome. Les architectes membres d'Institut ont depuis 2 ans souhaité en changer sensiblement l'image, et ils avaient proposé l'année dernière aux concurrents, à l'initiative de Claude Parent, qui est président du jury, un sujet plus contemporain. C'était un habitat d'occupation temporaire, susceptible de répondre à une urgence, par exemple une catastrophe. Cette année, c'était toujours à l'initiative de Claude Parent, le logement étudiant. Les projets lauréats et mentionnés sont exposés pour 10 ou 15 jours, jusqu'au 5 janvier, dans le palais de l'Institut, salle Comtesse de Caen, 25 quai de Conti à Paris, de 11h à 18h. À Paris, au pavillon Carré de Baudouin, les travaux d'un certain Marcel Storr, un bâtisseur visionnaire tout à fait inconnu jusqu'ici, au destin tragique. Né en 1911, abandonné, placé dans des fermes où il était battu, devenu sourd, condamné à l'illettrisme, Marcel Storr, qui a été plongeur, journalier aux Halles, et puis cantonnier d'empierrement saisonnier des parcs et jardins des villes de Paris, c'est-à-dire balayeur au bois de Boulogne, a laissé une 60aine de dessins d'architectures imaginaires. Ce furent longtemps des sortes d'églises ou de basiliques tracées au crayon de couleur et à la mine de plomb, puis des polyptyques colorés, figurant souvent des édifices effilés, des sortes de cathédrales mythiques avec de hautes flèches. Et puis en 1964, année de son mariage, 25 basiliques à nouveau. Et puis au milieu des années 70, des tours, des forêts de gratte-ciel rougeoyants dans des paysages très fantasmagoriques, aux accents vaguement hindous, dessinés avec une précision souvent méticuleuse. Il est mort en 76. Marcel Storr, bâtisseur visionnaire, c'est au pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant, dans le 20e. Enfin, le pavillon d'Arsenal a restructuré son exposition permanente ou semi-permanente. Paris, la métropole et ses projets, conçu par Philippe Simon, l'architecte et le graphiste Sylvain Enguerrard, qui présente l'actualité et les projets en cours de Paris, avec cette fois une nouveauté, une maquette numérique de 37 mètres carrés, faite avec Google Jean-Claude Decaux. C'est le pavillon d'Arsenal, 21 boulevard Morland. En avant-plan, la pluie et le ciel anthracite. Derrière la place Clichy, les Batignolles à droite. Voici le métro, la bouche. Retour rue Pierre Rebière, retour le long du cimetière des Batignolles pour cette opération expérimentale de la ville de Paris et de Paris Habitat qui ont voulu y associer 7 équipes d'architectes, dont une japonaise et une suisse, pour la construction de 140 logements sociaux, 20 chacun. Il y a 3 semaines, nous parlions avec plusieurs d'entre eux de questions urbaines, stylistiques et de la cohabitation sur une même parcelle ou plus exactement sur un même îlot, 600 mètres de long, très étroit, d'expressions architecturales très diverses. Aujourd'hui, nous envisageons plutôt l'architecture vue de l'intérieur, du point de vue de son habitabilité, de son confort, de l'éclairement, des terrasses et des balcons, des cuisines, des espaces ouverts ou clos, des halls, du dialogue entre les normes et la liberté ou l'inspiration des architectes. Les logements sont livrés ces jours-ci et pour une seconde phase en février. Nous avons rencontré sur le chantier 5 des architectes qui y sont intervenus, Aline Rodriguez-Lefort et Hélène Soubiran de l'atelier provisoire, ce sont des Bordelais, Stéphane Maupin, Axel André de l'atelier AXA qui représente le groupe japonais Bowo,
Et puis Benjamin Avignon de l'agence nantaise Avignon et Clouet. Ils ont tous autour de 40 ou 45 ans. 2 représentants de Paris Habitat s'étaient joints à nous, un architecte, Pierre Dariel, et une urbaniste sociologue, Delphine Poissard. Je précise une chose, nous nous étions inquiétés l'autre semaine d'un banc qui avait été prévu par les architectes de Beauvau au rez-de-chaussée de leur petit immeuble et qui n'avait pas été mis en place. On sait que les bancs sont souvent proscrits dans le logement social parce qu'ils favorisent le rassemblement des jeunes en pied d'immeuble, ce qui est tout à fait négatif au vu dans l'idée de certains habitants et de certains gestionnaires. Alors que nous finissions le montage de la première émission, fin novembre, le banc a été mis en place. Il est du meilleur effet, tant au plan strictement architectural qu'au plan d'un usage calme et pacifié de cette réalisation. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans la visite de ces divers logements, c'est une relation tout à fait différente chez les uns et chez les autres à la lumière. Dans l'opération de au-delà de la porte, par exemple, la lumière, on la quête surtout quand on va à l'extérieur sur les terrasses. À l'intérieur du logement, les fenêtres sont normales, il y a peu de lumière. Dans l'opération du groupe japonais Bowo, la lumière est absolument omniprésente, avec un nombre incroyable de fenêtres, jusqu'à 6 ou 7 fenêtres pour certains séjours de grands appartements T5, des fenestrons dans les cuisines, assez grands, 60 par 60, des fenestrons dans les escaliers qui donnent des vues sur le cimetière, des fenestrons dans les salles de bain. Cet effet de lumière est une chose à laquelle, Axel, vous croyez beaucoup ? On s'est appliqué effectivement du fait qu'on était face à la cité Balzac, au lycée Balzac, que le bâtiment, le lycée Balzac est relativement haut. On a cherché à faire pénétrer un maximum de lumière à l'intérieur des logements. Le principe des balcons, qui ne sont pas filants, on a un balcon par fenêtre, parfois un balcon qui réunit 2 fenêtres. C'est un petit balcon où on se tient debout, confortable, mais on s'y tient debout. Un point, c'est tout, pour le petit balcon. On a 3 types de balcons. Un balcon sur lequel on se tient debout, un balcon sur lequel on peut s'asseoir, et un balcon sur lequel on peut déjeuner, mettre une table et dîner à plusieurs autour d'une table. Donc, le fait de ne pas avoir de balcon filant permet également de faire que même au premier étage du bâtiment, alors que le lycée Balzac est très, très haut, à ce moment, on a encore au premier étage et même à rez-de-chaussée beaucoup de lumière dans les logements. C'était un souhait. On a un maximum d'exposition aussi. Chaque séjour, en fait, les séjours n'ont que 4 fenêtres, mais les séjours sont systématiquement avec 2 expositions et profitent quelque part également de l'ouverture qui se fait dans la cuisine qui donne sur le cimetière, effectivement. J'ai tout à fait admiré ces appartements, ils sont absolument magnifiques, mais à certains égards, j'ai presque été étourdi par le nombre de vues, le nombre de lumières. C'est que ça donne une qualité d'espace dans plusieurs des logements, peut-être pas systématiquement tous, qui est l'équivalent de ce qu'on trouve, l'équivalent en ramassé, en compressé de ce qu'on trouve dans une maison privée. C'est effectivement ce souhait, et je crois que dès qu'on ouvre la porte des appartements, on a beau être loin de la façade, on a tout de suite une ouverture traversante à l'opposé de l'appartement qui donne sur des vues extérieures. Aline Rodriguez de Fort. Oui, cette question de la lumière, pour nous, elle rejoint bien sûr celle de l'espace traversant. Les logements, pour nous, étaient conçus comme Oui, sont issus de l'idée de la maison. C'était est-ce qu'on peut habiter dans ces logements un peu comme on habite dans une maison ? Et c'est pourquoi on entre systématiquement par la pièce extérieure dans le logement. C'est pourquoi on a cherché à avoir le maximum d'orientation pour chaque plot, et comme il n'y a qu'un logement par plot en général, eh bien, le logement au mieux dispose de 3 ou 4 orientations et 3 au minimum. Donc la lumière, pour nous, elle était dans toutes les pièces. Elle rejoint la question de la fenêtre. C'était dans l'étude sociologique au début qui nous avait été transmise. 95% des gens avaient dit, par rapport au relogement, il nous manque de la lumière dans les pièces d'eau. Il nous manque de la lumière dans les cuisines. On n'a pas de fenêtre dans les cuisines. Et donc un des enjeux du projet, c'était de dire la lumière viendra de partout et les courants d'air avec. Et le fait d'ouvrir les fenêtres de part et d'autre du logement, ça c'était très important. La question de la lumière dans le logement, c'est toujours une dialectique un peu compliquée, puisqu'il y a les portes, il y a les fenêtres, il y a toutes sortes d'endroits dans lesquels on ne peut plus mettre de meubles. Or, on sait que les habitants souffrent beaucoup de l'impossibilité de mettre des meubles très souvent dans les logements contemporains, de quelque origine qu'ils soient, qu'ils aient des meubles normands ou qu'ils aient des meubles arabes, ils ont souvent un problème. C'est une difficulté, j'imagine, pour l'architecte que d'organiser ces choses-là.
Pierre Dariel, peut-être vous avez une idée, puis en tant que maître d'ouvrage sur la question. Moi, je pense que, dans un premier temps, c'est que la relation extérieure-intérieure pour le logement et le locataire à venir est quand même important. Ensuite, on reste quand même vigilant en tant que bailleur social de ce bâtiment, en travail avec les architectes, à essayer d'envisager un aménagement possible. C'est-à-dire qu'on demande aux architectes quand même de positionner un ameublement, une table, des chaises, la télévision, enfin, donc on s'aperçoit vite qu'au bout d'un certain temps, trop de fenêtres peuvent nuire quand même à l'usage du logement. Voilà. Donc là, le travail, il était en même temps usuel de ce qu'on fait, et en même temps le côté extraordinaire de cette opération, parce que moi je pense que c'est vraiment une opération extraordinaire dans l'ensemble de la mise en œuvre, même si en tant que bailleur, ce qui est important c'est le locataire. Je pense que c'est aussi depuis la rue jusqu'au logement, depuis cette continuité de rue. Donc tout ça a fait qu'on pouvait se permettre, à mon sens, de pouvoir proposer une autre manière de vivre, et effectivement de se dire que on ne pourra pas mettre forcément la moire normande dans tous les logements, mais voilà, il y avait un échange, et surtout le fait de cette concertation qu'on a eue en amont de la construction et des études a permis aux locataires de pouvoir comprendre certaines choses. Delphine Poissard, justement, ces questions de concertation, vous en êtes occupée, vous êtes urbaniste et sociologue et chef de projet à Paris Habitat. Quels sont les enjeux et quelles sont les limites de cette concertation ? Je rappelle que les gens qui vont s'installer dans ces opérations, dans quelques jours, dans quelques semaines, sont des gens qui viennent d'une tour qui est située à 500 mètres d'ici. Les habitants viennent d'une tour et d'un escalier qui sont très exposés aux nuisances du périphérique. Les enjeux, les limites de la concertation ont été posées dès le départ auprès des habitants. Le processus a été très très long puisqu'il a commencé avec le projet urbain, qui a fait infléchir d'ailleurs les démolitions qui devaient être plus importantes que celles qui sont finalement retenues. Et le processus de concertation a été un peu itératif en fonction de l'évolution des projets et a été de plus en plus précis en fonction justement du passage à l'opérationnel. Dès l'amont, en fait, dès la fabrication du projet de la rue Rebière spécifiquement, on est allé voir les habitants pour demander leurs attentes qui ont été repris, donc comme vient de l'expliquer un des maîtres d'œuvre, qui ont été repris par la plupart des projets, pas tous les éléments sur tous les logements, parce que ce n'est pas possible. On n'est pas là pour produire le même logement. C'était pas du tout l'effet souhaité. Mais les logements dans l'ensemble répondent vraiment aux préoccupations, aux attentes, type un placard. C'est des choses très bêtes, mais quand même assez essentielles pour les habitants. Ce type de besoins répétés d'une famille à une autre sont des besoins qu'on pourrait dire statistiques. Ce ne sont pas des besoins qu'une concertation révèle. La concertation a abouti à produire de la statistique. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec Périphérique sur le montage de l'opération et on a construit avec eux un petit questionnaire qui avait un aspect en plus un peu ludique qu'on a distribué aux habitants qui l'ont rendu et qui a produit de la statistique sur des éléments de confort, de lumière, de placard, de vue, de localisation. Est-ce qu'on préfère être près de la porte Clichy, près de la porte Pouchet, ce genre d'éléments. Donc ça se traduit forcément par de la statistique. Non, mais c'est une statistique adaptée à la situation locale, une micro-statistique. Oui, tout à fait. Il y a des choses qui me frappent quand je visite des opérations de logement qui vont se livrer, notamment de logements sociaux, c'est que dans certains cas, on voit défiler les familles. Alors, les familles visitent tous les appartements les uns après les autres, ou ils en visitent 10 sur 100, et ils font une sorte de choix. Ici, dans lesquels les immeubles sont si différents les uns des autres, dans lesquels les esthétiques, les modes de vie suggérés sont si différents les uns des autres, envisagez-vous ce genre de choses ? La question avait été envisagée, on en a discuté il y a quelques temps, quelques années maintenant. Et en fait, on a décidé de faire à l'inverse, c'est-à-dire qu'au travers des permanences qui se tiennent depuis 2007, je me semble me souvenir pour le relogement des habitants, nous avons un chargé de relogement Paris Habitat qui donc est en relation avec ces familles depuis 2007, qui a eu toutes les maquettes, d'ailleurs, les maquettes d'études qu'ont fait les architectes dans son local, qui avait les plans, et qui a discuté avec les habitants une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, pour ceux qui voulaient être logés dans les logements neufs de la rue Rebière, bien entendu, et qui a défini, en fonction des attentes des habitants, un projet de logement.
Pour chacun. Bien sûr, pour chacun. Parce que, ayant visité toute une gamme de logements, j'ai vu que certains qui peuvent être admirables sont très particuliers. J'ai vu un appartement de Beauvau qui fait 3 étages, dans lequel les chambres n'ont pas de porte. Donc il y a un grand séjour immense, on monte un petit escalier, il y a une première chambre sans aucune porte, donc qui communique avec le séjour et l'escalier. Et ensuite une deuxième, parentale, on imagine, avec un WC, sans porte non plus. Donc voilà une chose qui peut être tout à fait extraordinaire, mais qui, si c'est imposé à une famille, est odieux. Si on le choisit, c'est formidable. Si c'est imposé, c'est insupportable. Alors, ce n'est pas forcément imposé, puisque le ménage a pu voir le plan préalablement. Et de toute façon, dans le cadre du relogement, on propose un logement à un ménage et non pas un logement à 3 ménages, comme ça se fait d'habitude. Hein. C'est le premier qui prend, ou si le premier ne veut pas, c'est le deuxième, etc. Là, c'est un logement à un ménage et qui passe en commission d'attribution de logement après avoir visité le logement. Donc, on ne passe pas une commission d'attribution de logement à un ménage qui, après avoir visité son logement, n'a pas la fibre bien entendu. Il existe une chose que j'ai souvent vérifiée, c'est que la cuisine pose de très sérieux problèmes aujourd'hui dans le logement social pour des raisons diverses, notamment pour des raisons ethniques. Beaucoup de gens ne supportent pas, on pourrait dire pour des raisons culturelles, mais pour être plus franc, il faut parler de questions ethniques. Beaucoup de gens ne supportent pas que la cuisine participe du séjour. Or, dans beaucoup de logements que j'ai visités ici, soit la cuisine est séparée du séjour par un cloisonnement un peu informel, elle n'est pas vraiment séparée, soit elle en participe complètement, comme dans un appartement moderne. Comment vivez-vous ça, les architectes? Benjamin Vignon. On le vit assez bien. En fait, je pense que la plupart du temps, si on laisse ouvert la cuisine pour le séjour, c'est juste pour répondre aux normes handicapées. En fait, on doit un cercle de 150. Et vu les contraintes qu'on a sur ce terrain-là, en tout cas, il est bien arrangeant de laisser la cuisine ouverte sur le salon. Delphine Poinsard, vous étiez surprise par le mot ethnique. Oui, parce que la cuisine ouverte sur le séjour, c'est le cas aujourd'hui sur la tour Borel. Ça a été effectivement une demande des habitants que la cuisine soit fermée. C'est vrai que c'est souvent une demande des habitants, mais pas forcément de tous. Et moi, je l'associerais pas forcément à un aspect ethnique, mais plutôt à un mode de vie. J'ai vu des habitants de toutes sortes de provenances qui avaient des avis pas forcément identiques. C'est peut-être une question de génération ou de lien entre l'homme et la femme au sein de la famille, qui fait la cuisine, comment la nourriture et la cuisine sont partagées au sein de la famille. Je ne suis pas sûre que ça se limite à une question ethnique. Axel André. On a également une petite contrainte de surface, c'est quand on peut lier le séjour et la cuisine, on ouvre l'espace, on l'ouvre à la lumière, à l'air, à la ventilation, etc. Pierre Dariel. Oui, moi je voulais dire aussi qu'il y a aussi évidemment des problèmes réglementaires, mais en même temps il y a aussi une évolution même chez les architectes. Je pense qu'il y a eu, moi je vois dans les plans qui nous sont présentés, je vois qu'aujourd'hui les architectes reviennent aussi sur sur la cuisine fermée, mais avec une relation peut-être plus forte avec le séjour. Enfin, il y a plus cette différence, à mon sens, entre la nuit et le jour, comme on a vu dans les plans classiques qu'on avait ultérieurement. Il y a une espèce de travail qui se fait sur l'ensemble, et je trouvais que justement le projet d'atelier provisoire, il avait bien compris sur chaque lieu est une pièce et chaque pièce doit pouvoir être valorisée en tant que telle, mais en même temps parce que personnellement c'est important d'être dans une pièce et se sentir bien dans cette pièce, mais en même temps cette pièce elle fait partie d'un ensemble. Et moi je trouve qu'aujourd'hui l'évolution dans les projets des architectes, c'est revenir aussi dans la cuisine fermée, en intégrant les contraintes, effectivement, de la loi handicap, ça c'est clair, mais en même temps en essayant de trouver une relation plus forte entre la cuisine, le séjour, cuisine au point repas, etc. Cette loi handicap dont parlait à l'instant l'architecte Avignon, qui concerne donc essentiellement le rayon de giration des fauteuils des handicapés, a modifié beaucoup le mode de fabrication de la cuisine, le mode de fabrication des sanitaires, de la salle de bain, et ça amène à des espaces dans lesquels la plupart des couloirs finalement ont quasiment disparu dans beaucoup de plans. Donc on est dans un plan qui à certains égards est plus fluide, plus informel, mais qui fait que des choses qui apportaient un certain type de confort, peut-être, comme le couloir, ont
ne sont plus d'actualité. Les architectes se plaignent beaucoup de ces normes. Ils en souffrent beaucoup. Mais comment peser ce que ça a apporté de bénéfique et ce que ça a de, outre la question du handicap, qui est une question en soi, et ce en quoi c'est vraiment aujourd'hui une espèce d'insupportable contrainte supplémentaire? Moi, je peux répondre en tant que bailleur aussi. Je rappelle quand même qu'on loue des mètres carrés et que grâce à la modification de la cellule de vie, on loue plus du couloir. On loue de l'espace noble, que ce soit de la salle de bain, de la cuisine, etc. Déjà, c'est mon premier point. Deuxième chose, moi, je trouve que les architectes, au même titre que n'importe règlement qui a été conçu sur la sécurité, sur le développement durable, etc., ils assimilent ce genre de choses et ça fait partie de leur langage, et puis ils le traduisent d'une manière tout à fait en tant qu'architecte, parce que je pense que c'est leur boulot et ils le font comme tel. Une chose qui est frappante aussi, mais c'est une question qui se pose depuis 15 ou 20 ans dans la plupart des logements, en tout cas les logements collectifs, les logements sociaux, c'est la disparition des échelles intermédiaires, c'est la disparition des halls, ou bien ils sont réduits à minima, certains ici, je veux dire, sont très beaux, et la disparition des bancs. Donc c'est un problème qui s'est posé ici dans plusieurs des opérations, des architectes avaient prévu des bancs pour s'asseoir ça ou là. Il y a là aussi une espèce, on sait que c'est pour quelle raison, hein, c'est pour que des jeunes gens bruyants n'occupent pas ces bancs jour et nuit. Est-ce que c'est une chose dont il faut maintenant se satisfaire comme étant fatale et définitive, ou est-ce que vous pensez qu'on puisse, dans une certaine mesure, jouer avec cette interdiction relative du lieu de réunion? Moi, je vais répondre à ça. Moi, je pense qu'effectivement, on a été dans une période par habitat, on a supprimé les bancs parce qu'il y a un problème de sécurité. Donc, voilà. Or, aujourd'hui, je pense que chacun évolue, nous aussi, on évolue. Je pense que le banc ou le point de rencontre, la capacité à pouvoir ne pas rejeter les problèmes sur l'extérieur, nous aussi, on doit s'adapter à ce genre de choses. Et donc, il faut, en concertation avec l'architecte, voir comment on peut intégrer quand même des éléments sur lesquels les gens peuvent se rencontrer, etc. On fait une opération en ce moment à Villio, où justement, on va se retrouver sûrement avec un problème de sécurité, mais en même temps, on va falloir qu'on prenne les mesures pour pouvoir accepter ce genre de choses. Benjamin Avignon. Non, mais je pense que aussi le banc doit faire rayonner le contexte, c'est-à-dire que mettre un banc pour un banc, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut que le contexte soit construit autour. Et effectivement, nous, par exemple, dans notre opération, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de hall non plus, mais il y a un cheminement. C'est-à-dire que tout à l'heure, pour en revenir aussi à la lumière aussi un confort, mais la lumière, elle commence au portillon d'entrée et pas simplement à la porte d'entrée du logement. Donc pour en revenir à notre opération commune avec Atelier Provisoire, quand on franchit le portillon, on parcourt un jardin, donc on a aussi une variation, il y a un cheminement, on arrive non pas dans un hall, mais une sous-face de bâtiment qui a aussi une graduation de lumière. Ensuite on parcourt un escalier, on débarque sur une coursive, ces coursives distribuent de nos programmes, et ensuite on arrive au logement, et dans le logement il y a encore une lumière qui est plus tamisée, parce qu'on a d'autres usages, on partage d'autres choses. Donc tout ça est écrit comme une promenade, et effectivement, j'allais dire un peu l'originalité aussi de ce programme, c'est la mise en place du contexte, c'est-à-dire qu'on a construit aussi notre contexte, sachant qu'il n'y avait rien. Stéphane Maupin. Sur le banc, alors nous, on réalise des logements pas très loin de la rue Rebière, et ce qui est intéressant, c'est que le maître d'ouvrage, qui est un maître d'ouvrage privé, et qui a décidé de faire des halls qui seraient bien plus beaux que celui de son voisin. Et là, il nous demande de réfléchir et on lui propose de mettre un banc. Il est ravi parce que voilà, il trouve que le hall est valorisé avec un système d'assises pour attendre ou accompagner les visiteurs ou les utilisateurs. Donc le banc n'est pas au banc. Quelques mois après, je vais peut-être revenir sur le côté réglementation handicapée. Alors j'ai peut-être lâché le morceau, mais pour moi c'est un supplice. Parce que je trouve que c'est extrêmement surfacivore, c'est-à-dire que la surface augmente au détriment des pièces de vie. Alors effectivement, oui, ça se voit sur le couloir, il faut installer un rectangle, il faut installer des rotations de chaises. Lorsqu'on tout d'un coup on doit installer un handicapé dans un appartement, il lui faut une base de vie, donc ça veut dire que ça a une incidence sur la taille de la chambre. Alors on a essayé de faire quand même attention, mais nous on est presque dans un paradoxe où un appartement a un séjour qui est aussi grand que la chambre. Donc on arrive toujours à des cocktails un peu bizarres où la réglementation handicapée, c'est bien, et alors, voilà, je ne voudrais pas avoir toutes les associations sur le dos pour dire qu'il ne faut pas le faire, mais
ça manque de bon sens et ça mériterait un peu plus d'objectivité et ne pas être, ne pas basculer dans les deux sens, de rien pour les handicapés à, au contraire, tout pour les handicapés. Les immeubles qui ont été réalisés rue Pierre-Rebière sont très différents les uns des autres, mais il y en a au moins 2 d'entre eux qui supposent une sorte de vie de communauté. Je pense à celui de Pascal Maupin, cette espèce de vallée avec des terrasses face à face. Je pense à celui de Raphaël Ondelat et La Porte, avec l'irruption en façade, à l'extérieur même de la façade. Elle n'est pas aujourd'hui avec nous, mais elle était avec nous il y a quelques jours, dans la première émission, Raphaël Ondelat, dans laquelle il y a ces successions de grands balcons à, disons, 2 mètres de la façade, flottant dans l'air. On imagine que les terrasses de Maupin et les balcons isolés de Ondelat et La Porte appelle ce que les sociologues appellent une appropriation. C'est-à-dire que ça appelle une transformation, ça appelle qu'il y ait peut-être des canisses, qu'il y ait peut-être des tables, qu'il y ait peut-être un barbecue, on ne sait pas. Donc il va y avoir là quelque chose qui va se mettre entre l'image normale de la façade d'un immeuble parisien qui est austère et qui ne transmet rien, et la vie quotidienne et ordinaire des gens. Qu'en pensez-vous à Paris Habitat ? Pierre Dariel. Si on prend l'exemple de Maupin, effectivement, du projet de Maupin, fantastique agence, moi, personnellement, c'était vraiment un projet auquel j'ai cru depuis le départ, à tel point, c'est que quand il y a une contre-proposition, moi, j'ai voulu que cette proposition revienne, parce que je trouvais que c'était une manière de vivre autrement, puisque c'était un peu notre souci, notre plaisir et notre volonté. C'était de vivre autrement et donc d'accepter qu'effectivement, il puisse y avoir des questions qui puissent se poser dans le contact, dans la relation entre locataires, etc. Alors, on sait qu'il peut se passer des choses, mais je veux dire, c'est au même titre qu'il peut se passer des choses dans le métro, dans la rue, etc. Bon, moi, je crois qu'effectivement, les gens peuvent s'approprier cet espace, vont essayer de le partager ou pas. Alors, c'est peut-être que je suis un peu utopique, mais en tout cas, je pense que c'est une manière aussi de pouvoir proposer autre chose au niveau. C'est pas tellement au partage que je pense, bien sûr il va se faire sur un mode qu'on ne peut pas soupçonner, c'est l'appropriation physique et symbolique de l'espace. Alors ça, je pense qu'effectivement, j'imagine pas effectivement comment ça va se passer sur le projet de Maupin. Effectivement, je vois, parce qu'on le voit assez souvent sur d'autres projets où le balcon devient une seconde pièce qui est plutôt une pièce de stockage, de canis, etc. Bah oui, c'est ça aussi. Je veux dire, on a tous fait des projets où le beau window qui était vachement beau avec des tailles hyper chiadées, etc. Ça change. Oui, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie. Oui, mais il y a des pièces ici qu'il appelle plus particulièrement. Je pense vraiment au balcon étagé de l'opération de Ondelat, dans lequel on a 8 niveaux de balcons tout à fait isolés. On ne peut pas supposer qu'ils vont rester isolés comme ça, sinon ils ne seront jamais utilisés. Pour qu'ils soient utilisés, il faut qu'il y ait des meubles, des objets, éventuellement des semi-parois. Qu'en pensez-vous, Delphine Poinsart, qui est sociologue ? Je vais vous retourner la question. J'adorerais que vous reveniez 6 mois après que les locataires aient emménagé pour leur poser la question. On reviendra volontiers, puisque ça fait déjà 4 ans qu'on suit cette opération. Mais est-ce que si les gens veulent, par exemple, construire des parois en canis pour se protéger du vent, vous le tolérerez ou pas, en tant que bailleur ? Pierre ? Il existe un règlement. Hein. Comme dans toute copropriété, comme tout bâtiment, il y a des règlements. Maintenant, on ne va pas mettre une personne, un flic en bas de l'immeuble qui va surveiller toutes les 5 minutes. Donc forcément, les gens vont se l'approprier. Je pense que suivant, je vois des exemples où sur une stratification de balcon, il y en a qui mettent des plantes, il y en a qui veulent se l'approprier comme un espace à vivre, il y en a d'autres qui vont faire un espace à stocker, etc. Je pense qu'on sera obligé d'abord dans un premier temps. Puis moi, je vous dis honnêtement, je ne trouve pas ça gênant. Je ne trouve pas ça gênant, c'est comme ça. Bon. Je ne vois pas par Habitat frapper à la porte, dégager et non, je ne pense pas, non. Pierre Dariel. Oui, moi ce que je voulais dire quand même, c'est que en tant que représentant du bailleur, anciennement Pacte de Paris, maintenant Paris Habitat, on est aussi un partenaire dans cette aventure. Et je voulais quand même spécifier que notre rôle, il n'était pas simplement l'après, parce que c'était important, la concertation, on construit des logements pour des locataires, mais là, en l'occurrence, sur ce projet, proprement dit, puisqu'on traite de Rebière, ça a été quand même un travail tellement
fantastique au niveau de la relation entre tous nos partenaires, que ce soit l'aménageur, que ce soit la ville de Paris, que ce soit les architectes, que ce soit l'entreprise, les bureaux de contrôle, etc. C'est que ce résultat, c'est pas un résultat unique, c'est un résultat de partenariat, j'allais dire, intense, parfois avec des prises de gueule, après réconciliation, on n'est pas d'accord forcément sur les choses, mais en tout cas ce résultat, à mon sens, c'est vraiment, c'est grâce à tout ce partenariat qui a eu lieu depuis des années et des années, qu'on est tous un maillon de cette chaîne, etc. Et c'est ça, et moi quand je vois aujourd'hui le résultat par rapport à ce que je vivais quand le matin, au mois d'octobre, au mois de novembre, on passait cette rue pour aller faire les workshops, etc. Je me disais, mais quand même, comment ça va se passer, comment ça va se produire, etc. Honnêtement, je suis heureux, quoi. Voilà. Oui, mais ça reste une opération expérimentale, de même que l'éducation nationale n'a qu'une école expérimentale, c'est l'école de Crolly depuis 70 ans. De même, Paris Habitat, qui gère des dizaines de milliers de logements, n'a qu'une opération expérimentale tous les 10 ans. Non, je pense que chaque opération est atypique, à mon sens, que ce mode de travail en workshop est intéressant. Il y a simplement, je pense, on était dans un cadre un peu empirique, complètement empirique. On a découvert les choses et les problèmes au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, moi, je pense qu'on va travailler sur d'autres projets importants d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on va... C'est un travail... Alors, je vous dis simplement, on va se garder de problèmes. Là, on avait une coordination plus importante, plus longue dans le temps, etc. On se mettra des bureaux d'études uniques, par exemple, pour pouvoir créer. Mais je pense que c'est pas du tout unique. C'est vraiment une expérience qu'il faut qu'on puisse reproduire. Stéphane Maupin. Je voulais rebondir sur le projet de Raphaël, parce que moi, j'y vois presque un travail sur le futur, c'est-à-dire que ce bâtiment pose des jalons sur quelque chose de très important. C'est-à-dire que le corps de bâtiment a des caractéristiques, des capacités intéressantes d'habitation, mais cet espace extérieur qui a vocation à se transformer dans le temps est un pari sur le futur. Et c'est d'autant plus étrange que cette transformation par l'utilisateur est en dehors de toute règle. C'est-à-dire que tout ce que fait l'administration, c'est contrôler la façade. Donc l'aspect citoyen que la République veut se fait uniquement sur la façade. Et là, le bâtiment va se transformer par le fait de l'occupant. Donc si le bailleur l'accepte, il y a effectivement une transformation du bâtiment en dehors de toute règle. Et ça devient quelque chose de très important. Nous recevions le philosophe Benoît Goetz, puis revenions sur cette opération très intéressante de logement de la rue Pierre-Robert à Paris avec les architectes Aline Rodriguez-Lefort et Hélène Soubiran, de l'atelier provisoire de Bordeaux, Stéphane Maupin, Axel André pour le groupe japonais Bowo et Benjamin Avignon, et pour Paris Habitat avec l'architecte Pierre Dariel, l'urbaniste et sociologue Delphine Poinsard. Nous y retournerons dans 6 mois peut-être pour rencontrer les locataires. Puisque Benoît Goetz est sorti, je profite pour fouiller dans son livre et vous trouver une très belle citation de Martin Buber, ce philosophe austro-israélien. Il l'a prononcé dans une conférence en 1938. Il était en Israël, il avait bien sûr fui Vienne. Il avait 60 ans. Je distingue dans l'histoire des esprits humains entre des époques où l'homme possède sa demeure et des époques où il est sans demeure. Dans les unes, il habite le monde comme il habite une maison. Dans les autres, il y vit comme un plein champ. Il ne possède même pas parfois les 4 piquets qu'il faut pour dresser une tente. La semaine prochaine, jour de Noël, nous rendrons compte d'une expérience d'architecture numérique, mais bien matérielle, de robots volants, de jouets d'enfants, de petits hélicoptères, de machines bricoteuses qui construisent une tour constituée de 1500 modules, 1500 briques, sans aucune intervention humaine. Cette expérience a été conçue par les architectes suisses Fabio Gramazio et Matthias Kohler de Zurich, avec un ingénieur en robotique canadien, Raffaele D'Andrea. Et ces hélicoptères sont actuellement au travail au FRAC Centre à Orléans. Et puis on parlera de photographie, de cinéma de ville, avec Thierry Pacaud et 2 philosophes, critiques et historiens de l'art, François Soulage et Philippe Cardinali. Je vous rappelle que notre site internet offre divers services, bibliographie, calendrier, index, etc. permet de télécharger l'émission durant une semaine, d'écouter pendant un mois, n'importe quelle heure où que vous soyez, même en Arizona. C'est ma dernière chance, l'Arizona. Je n'y suis pas encore interdit, Arizona. C'est ma dernière chance, l'Arizona, de recommencer ma vie, dans chaque ville, à chaque rue. Mon nom couvre les murs, et sous le soleil, chaque pas se fait un peu plus dur. Arizona, Eddie Mitchell, 1970.
C'était Métropolitain, une émission de François Chalin, réalisation Viviane Noël, avec à la technique Xavier Lévesque. On vous retrouve le jour de Noël. Je passe l'antenne à Nicolas Truong et Agnès Chauveau pour leur retour du dimanche.